vous allez voir que c'est très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je en profite pour vous présenter Amélie Charbonneau, qui s'est jointe à nous, qui sera la deuxième conférencière tout à l'heure. Merci Amélie d'être venue de Montréal aussi. On a la visite de la ville. Donc, des sujets particulièrement rafraîchissants aujourd'hui avec des approches théoriques très, très, très différentes, beaucoup plus proches de cultural studies, donc une approche à l'étude féministe aussi, très différente de ce qu'on a fait, peut-être un peu plus hypothético-déductif depuis le début de la session. Alors, c'est vraiment rafraîchissant de vous avoir toutes les deux en même temps. Ça va faire une belle séance, je suis contente. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Lynne Grenier. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'abord, Guylaine, de l'opportunité, l'occasion de venir vous présenter ça. C'est vrai que je pense que ça va être un petit peu différent, mais c'est un peu la porte ouverte que j'ai prise et que Guylaine m'a offert. C'est vraiment une carte blanche. Elle m'a dit, tiens, vas-y donc. Donc, je vais y aller. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vraiment ouvrir des questions plus que de vous présenter des résultats d'analyse fixes. On dit très, très souvent en présentation publique, ceci c'est un travail en cours, le travail est en cours, le travail est en cours, mais là, le travail est vraiment, vraiment en cours. Donc, je me permets de tester des idées avec vous. Donc, je vais être très, très heureuse et très... je vais attendre avec plaisir vos commentaires, vos questions. Donc, ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, donc poser des questions, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir utilisant l'expression d'un monsieur qui s'appelle James Scott, David Scott, d'ouvrir un espace problème. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, dans le moment où les chercheurs constatent que dans le contexte dans lequel ils vivent, dans la conjoncture à l'intérieur duquel les problèmes qu'ils adressent généralement sont posés, parfois s'offre une opportunité, un moment, un événement, quelque chose qui vraiment non pas confronte à de nouvelles propositions, mais confronte à de nouvelles questions. Et je pense que, et c'est le point de départ de ça, c'est que je pense qu'on est dans ce type de moment où le vieillissement et la transformation des pratiques culturelles combinées ouvrent à cet espace problème. C'est probablement aussi loin que je vais dans l'affirmation parce que c'est la seule chose que je peux faire pour le moment. Ma présentation, elle va commencer par vraiment esquisser ce qui se veulent, des points de départ pour essayer de voir comment est-ce que je peux vous parler de chanter et de vieillir en public dans le contexte du séminaire. Donc, je vais essayer d'ancrer ça dans une considération sur le passage entre les voix et le public. Et après ça, je vais travailler pour ouvrir cet espace problème-là, en délimiter des grands pourtours, le faire à partir de 3 exemples très, très, très concrets. Et ces 3 exemples concrets-là, j'espère, vont soulever des différences, des parentés, qui vont permettre, j'espère, d'alimenter vos réflexions. En tout cas, elles alimentent les miennes. Donc, sans plus tarder, comme prologue, je voudrais donc, et là, c'est si on pouvait juste, pour qu'on voit la photo, ça ne bougera pas, donc vous pouvez filmer. Mais je me tais et je laisse la parole au Mémé Deschênés. C'est la chanson officielle. C'est celle qui décrit là, ce que nous faisons en général. Youp, youp, v'là les mémés déchaînés. Youp, youp, v'là les mémés. Elles sont bien préparées à choisir ce que nos cœurs désirent. Et descendent dans la rue habillées à m'as-tu vu. Pas question de nous taire ou qu'on nous dise quoi faire. Nous sommes contre la guerre pour notre bien-être. Youp, youp, v'là les mémés déchaînées. Youp, youp, v'là les mémés. Oui, elles sont déchaînées. Donc, vous venez d'entendre Louise Edith Hébert, qui est l'une des Mémés Déchaînées, qui est un groupe qui est né en 2001 et qui est vraiment le bébé francophone de ce qui s'appelle les Raging Grannies, qui est un mouvement de personnes âgées, âgées de 70 ans et plus, nées à Vancouver, ce mouvement, en 1987,
Et qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Elles décident, elles se rencontrent plusieurs fois par mois et elles décident, discutent des enjeux du moment dans leur patelin, dans la ville, à l'échelle globale. Et à l'aide de chansons déjà existantes dont elles empruntent les airs, elles transforment, écrivent de nouvelles paroles ensemble. Et c'est ça, toute l'idée de ces femmes-là, c'est qu'elles s'en vont dans la rue. Elles s'en vont dans la rue et vont aller chanter leurs chansons. Là, c'était, comme elle dit, la chanson thème. Ils ont écrit des dizaines et des dizaines de ces chansons qui portent parfois... Elles étaient présentes lors des manifestations étudiantes au printemps d'il y a 2 ans. Elles sont présentes au Jour de la Terre, elles sont présentes à tous les grands événements. Elles décident qu'elles prennent parti. Elles vont s'inscrire dans l'espace public. C'est comme ça qu'elles se présentent. Elles sont actives dans l'espace public. Elles veulent manifester leur voix. C'est sûr que penser à chanter et vieillir en public, on pourrait penser spontanément que c'est ce type d'action-là auquel on peut référer dans la mesure où ça s'apparente à un usage assez usuel de la musique populaire qui est la musique engagée, c'est-à-dire celle où par le biais de paroles spécifiques, on prend acte, on marque par le texte, on marque sa voix, on dit son opinion, on intervient en ce sens dans un débat public. Ce que je veux aujourd'hui vous suggérer, c'est que ça existe. Et je ne trouve pas ça pas inintéressant, au contraire. Mais ce n'est pas juste ces formes-là que prennent cette articulation-là, cette façon particulière de combiner chanter et vieillir en public. Donc, ces mamies-là, comme elles s'appellent, elles ont une façon de proposer comment on vieillit en public, de se présenter comme des citoyennes, et c'est comme ça qu'elles le proposent. Elles sont des citoyennes avant tout. Et comme citoyennes, elles veulent dire ce qu'elles ont à dire, et elles le font par la chanson parce que, disent-elles, c'est plus doux. Et non seulement c'est plus doux, c'est plus facile de se rappeler le message lorsqu'on le chante, disent-elles. C'est ce qui m'amène à questionner donc le fait que cette façon de chanter et agir en public, vieillir en public, c'est l'une de celles-là. J'emprunte pour mon point de départ une idée toute banale, mais qui reste, à mon sens, beaucoup à réfléchir, qui est un point de départ, qui est sur l'un des sociologues de la musique populaire les plus connus, qui, lorsqu'il réfléchissait à l'idée de pourquoi est-ce que dans les musiques populaires, souvent on va porter une plus grande attention aux musiques qui ont des composantes vocales chantées, avec des paroles, il essaie de réfléchir à ça, ce qui est d'une banalité étonnante. Mais il y a beaucoup de musiques populaires qui n'ont pas de paroles, mais une grosse portion du chant occupé par ces pratiques-là ont des paroles. Et ça l'a amené à dire, dans le fond, que l'art de chanter, c'est un agencement de manifestation vocale. Je veux prendre ça comme point de départ, mais disons, je vais étirer son idée passablement. Je vais le décliner différemment, en se disant que sa manifestation vocale, il fait donc appel au concept de voix. Lui, quand il le fait, il veut jouer sur la double qualité de la voix, le fait que la voix, ce sont les sons que je produis, par exemple, en ce moment en parlant. Si je chantais, ça serait aussi ma voix. Et que donc, il l'utilise en disant, la voix, c'est les sons qu'on produit, et c'est aussi, en quelque sorte, un instrument musical qui, du point de vue musical, est généralement séparé des instruments réels, la guitare, le piano, etc., etc. Mais en même temps, et là, on va se tourner vers des gens qui ont commencé à travailler les enjeux plus larges de la voix en dehors des chants musicaux. Et là, aller chercher, par exemple, chez Coldry, qui est une des lectures que je recommandais pour cette présentation, le fait qu'une voix, c'est aussi l'expression d'un point de vue, d'une opinion. C'est un peu ce que font les mamies. Elles acquièrent et réclament de prendre une voix, d'adopter une voix, et par là, de présenter leur point de vue sur le monde. On confond à ce moment-là l'instrument vocal, ce que je peux faire avec mes cordes vocales, avec le fait de pouvoir exprimer une opinion. Mais quelque part, on sait très très bien que tout le monde qui peut parler n'est pas nécessairement reconnu comme quelqu'un qui a une voix pour parler sur la place publique. Et donc, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de synonyme entre la capacité à émettre des sons et la capacité à avoir une voix, à prendre une voix. Les mamies ont décidé, elles, qu'elles se réclamaient de cette voix, mais l'écho qu'elles ont, elles ne sont pas naïves, elles voient bien qu'elles n'ont pas nécessairement voix au chapitre. Excusez le mauvais jeu de mots. Quelque part, donc,
Plus largement, ça a amené Coldry et d'autres, s'inspirant des travaux d'une féministe et théoricienne queer importante, Judith Butler, à essayer de dire, bien, quelque part, pour comprendre comment il peut y avoir une séparation entre la capacité de prendre la parole et d'exprimer un point de vue, bien, ils se disent quelque part, on va penser à voix d'une autre manière et on va essayer de le voir en disant, c'est une façon de rendre compte de soi et de ses conditions de vie. Ça permet de tenir compte du fait qu'il n'y a pas cette équivalence a priori. On ne confère pas à tout le monde la même égalité d'accès au fait de prendre la parole et d'avoir sur la place publique une opinion qu'on juge accueillable et recevable en tant que voix distincte. Quelque part, mon idée à moi, c'est d'essayer de dire, ben, par cette articulation entre chanter et vieillir, ça ouvre un champ de possibles quant aux façons d'imaginer comment on se présente soi et les autres et ses conditions de vie, de manière telle à pouvoir tenir compte du fait que l'accès n'est pas égal à tous et à toutes pour pouvoir avoir accès à qui exprime un point de vue sur la place publique. C'est mon point de départ. C'est donc de dire que quand je fais chanter, ce n'est pas juste parce qu'elles utilisent leur voix, mais que ce faisant, c'est peut-être une façon de rendre compte de soi, de ses conditions de vie, et en même temps, parfois, réussir à pouvoir exprimer une opinion ou un point de vue. Quelque part, je vous disais, il y a chanter, mais il y a vieillir. Pourquoi vieillir? Quelque part, l'une des choses que je veux retenir et que j'aimerais vous suggérer d'entrée de jeu, encore là comme point de départ, c'est dire que vieillir, ce n'est pas une question de chronologie stricte. Donc, je ne veux pas vous parler nécessairement des gens en termes de l'âge chronologique qu'ils ont. Dans les études culturelles du vieillissement, et là, ce n'est pas propre à la communication, mais ça ouvre à un ensemble de champs interdisciplinaires qui questionnent les caractères et les approches strictement positivistes de l'âge, qui la réduisent à un chiffre. Un chiffre, vous avez 65 ans, vous avez 40 ans, mais qui plutôt commence à le regarder de plus en plus comme une catégorie sociale. En se rendant compte, pour reprendre l'expression des chercheurs en question, que we are aged by culture. Donc, on est vieilli par la culture. Ce n'est pas un état biologisant, psychologisant, et ce n'est pas une pathologie, c'est une catégorie sociale dont les pourtours varient d'une époque, d'un contexte à un autre, d'une société à un autre, et qui plus est vécu différemment selon l'âge caractéristique dans certaines sociétés. C'est aussi surtout vécu en fonction du genre, de la classe sociale, du milieu, de la langue, de l'ethnicité, nommez-les. Et donc, quelque part, c'est ce processus pluriel, pour reprendre l'expression de Mme Charpentier, c'est un processus pluriel qui implique toujours la négociation d'attentes et de normes sociales lorsqu'il s'agit de penser à ce processus, pas juste tel qu'on le vit, nous, avec nous-mêmes, soi-même, avec nos propres corps et nos propres émotions, mais bien en tant que personne en rapport avec d'autres. Et donc, dès que vieillissement est pensé comme un processus qui se vit aussi en public, il oblige à penser à comment il est le lieu, l'espace de négociation des attentes, des normes, quant au corps, quant aux apparences, quant aux rôles sociaux, quant à la position dans la famille, quant au rôle de genre, quant aux performances sexuelles, nommez-les. Quand vous pensez vieillissement, et que vous ne pensez pas juste à vous, votre corps qui vieillit, mais que vous le pensez comme une personne en rapport avec d'autres qui vieillit, c'est un processus qu'on voit obligatoirement relationnel. On vieillit toujours, il y a toujours plus vieux que nous, et on vieillit toujours en rapport avec d'autres. Donc ça, c'est à la fois le contrepoids de mon chanter en public, c'est donc de dire on vieillit aussi en public sous cet angle-là. Mais ce dont je veux vous parler, ce n'est pas à l'échelle de l'univers au grand complet, c'est bien comment on peut chanter et vieillir au Québec. Et ce n'est pas innocent, outre le fait que c'est mon champ d'étude, c'est aussi qu'il y a quelque chose dans la manière dont socio-historiquement la chanson a occupé une place très spécifique
au cours des 70 dernières années à peu près, qui a fait de la chanson et de la musique populaire plus généralement le lieu de la production d'un espace public et d'une culture publique. L'expression que reprend Seymour, c'est une culture publique commune. Je ne dis pas que c'est ce que fait la chanson, je dis que c'est comme ça qu'elle a été produite socialement. Donc, il y a une différence importante. Je ne souscris pas nécessairement au fait que la chanson est nécessairement un véhicule identitaire, toujours, de tout temps, de toute époque, mais je dis qu'au Québec, elle a été vue, produite et perçue comme étant ce véhicule identitaire privilégié. Ça a été vu comme l'émancipation d'un peuple, un instrument, et le mot revient très, très souvent dans la littérature, la voix d'un peuple. On retourne à mon idée de voix. C'est aussi, et c'est très important, un domaine qui, en Amérique du Nord plus largement, et c'était le même genre de processus et de phénomène ailleurs, ça a incarné pendant longtemps la jeunesse. La musique populaire a été vue comme le lieu où la jeunesse s'exprime. Encore à ce jour, penser musique populaire, et dans bien des cas pour les gens, c'est pas une question pour les vieux, là, ça c'est une question pour les jeunes. Et donc, quelque part, c'est vu comme installé par et pour la jeunesse, et qui plus est, c'est vraiment pour une génération qui a vécu ces transformations par et à travers la chanson au Québec, comme vraiment vu comme l'un des modes de s'auto-représenter. Je parle en l'occurrence d'une catégorie qui est souvent définie comme les boomers, les baby boomers. J'aime moins qu'on s'enfarge dans le terme parce que sa flexibilité et ses frontières ne sont pas toujours claires, mais chose certaine, c'est effectivement comment on peut voir que la musique populaire, comme à d'autres époques, ça a été la littérature, la poésie, bien là, pour une génération, il y a ce mariage très net, très clair, qui fait que chanter au Québec, ça a été vu comme une façon de dire, bien, regardez, c'est nous qui nous reconnaissons. Donc ça, c'est important parce que ça localise et ça spécifie ce chanter au Québec. Vieillir au Québec. Alors, vous savez, je suis certaine, que la population mondiale vieillit. On en entend parler de plus en plus. Préparez-vous, ça va être absolument ce dont on va entendre parler pour les 30 prochaines années. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, préparez-vous, vous allez vivre avec le vieillissement de la population. Le Québec est une population qui, au même titre, vieillit parmi ce sont les populations qui vieillissent le plus rapidement. À travers le monde, nous sommes la deuxième population qui vieillit le plus rapidement derrière le Japon. Bien sûr, il y a l'effet du baby boom, où là, on a eu plus de gens qui, à une même époque, sont nés à peu près au même moment. Il y a toutes sortes de considérations que les démographes sont beaucoup plus habiles que moi à expliquer. Mais chose certaine, c'est que ça crée un contexte très, très spécifique où on vieillit très, très, très rapidement. Dans ce contexte-là, où effectivement, on voit l'émergence d'un vieillissement aussi rapide, on peut assister à deux principaux grands phénomènes qui accueillent, chacune à leur façon, le vieillissement. Oui. Quand vous dites vieillir plus rapidement, c'est la population qui vieillit. C'est la population qui est plus grosse parce qu'on vit pas plus rapidement. Vieillir plus rapidement, c'est que la proportion des gens, par exemple, qui ont plus de 65 ans dépasse la proportion des gens qui ont moins de 18 ans. C'est de population. C'est pour ça que je disais, là, la population. Les individus vieillissent pas plus rapidement. Si oui, là, c'est une nouvelle. On se l'apprend toutes les deux. Alors, si c'est ça, c'est autre chose. Ce dont je parle, c'est vraiment de la population. C'est vraiment en termes démographiques, donc à l'échelle des grands groupes où ils calculent et ils mesurent la population, pas les individus. Donc, si je me suis mal exprimée, je m'en excuse. Donc, je disais donc, il y a cet accueil de dire, bon voilà, il y a cette population qui vieillit, c'est extraordinaire, ça crée un tout nouveau marché. Marché qui va être vraiment vu en disant, en plus, pour toutes sortes de considérations, il y a une portion de ce marché-là qui est vu comme un ensemble de gens beaucoup plus riches que la génération antérieure qui avait à son tour 65 ans et plus. C'est une population qui va vivre plus longtemps, c'est une population qui est davantage éduquée, le fruit de la Révolution tranquille, de la scolarisation accrue, des principes d'éducation, de la santé et des frais de santé gratuits, etc., etc. Dans beaucoup de milieux, on s'est donc intéressé à comment on va faire pour aller chercher et vraiment faire partager
par cette population-là l'ensemble des productions culturelles récentes. Et là, vous avez plein de choses. Je vous donne quelques éléments des manières dont, en musique, on a tenté de saisir ce qui est vu comme une occasion. Et une occasion d'affaires, entendons-nous. Il y a des gens qui se disent, un instant, c'est toute une nouvelle affaire où on pourrait aller chercher, par exemple, en proposant des enregistrements vidéo ou audio, de choses qui n'ont jamais été diffusées à l'époque, mais par les vedettes des années 60. Et on a plein de choses qui font ça. On a bien sûr des stations de radio qui ont développé un tout nouveau marché pour viser, bien sûr, le rétro, le golden years, choses comme ça. On a des tonnes de musées qui font des expositions sur la chanson, sur l'histoire du rock, etc., etc. On a, et ça c'est une des choses que moi je trouve particulièrement intéressante, des spectacles retour. Alors des vedettes des années 60 et 70 qui viennent faire un spectacle ou une tournée. On a eu à Québec, par exemple, pensez, vous avez eu quelque chose qui s'appelle « Le retour de nos idoles ». Ça a vraiment fait fureur. Pendant 3 ans. L'année suivante, ils n'ont pas été capables de vendre assez, ils ont éliminé. Mais bon, quand même. Et bien sûr, se multiplient les différents groupes hommages, les différents projets intergénérationnels. Et là, en ce moment, pensez juste à ce que sont les 2 principaux jeux télévisuels grand public aux chaînes, non dans les chaînes spécialisées, le choc des générations, écoutez bien les mots, hein, le choc des générations, un air de famille, toutes sortes de gens de la même famille pris au sens très très large, avec des amis, qui sont vraiment les 2 émissions parmi les plus populaires en termes de jeux. Donc, on a cette possibilité-là de voir une occasion pour un marché qui se développe et qu'on juge lucratif. Mais l'accueil est aussi de voir ça, et l'expression est souvent utilisée dans les médias imprimés locaux, etc. On se dit, ah ça y est, attention à la vague, attention au grand tsunami. Et là, ça convoque l'idée que là, attention, là, c'est un drame. Là. C'est un drame. Il se passe quelque chose qui va balayer tout sur son passage. Alors, essayez d'imaginer. Et là, c'est vu au contraire comme un problème. Et c'est un problème auquel il faut s'attaquer. Et là, pensez à tous les discours politiques que vous entendez depuis 1 an et demi. Et c'est à peu près ce genre de choses-là. C'est donc, quelque part, une façon où on se dit, devant le problème, il faut trouver une façon de proposer aux gens de nouvelles façons de voir le vieillissement, pour pas qu'ils voient ça juste comme un problème. Comment on s'attaque à ça? On propose de nouvelles façons de penser le vieillissement. Je fais une histoire longue, très courte, pour vous dire que émerge dans la foulée de ça, d'abord à l'échelle mondiale, par le biais d'organismes comme l'Organisation mondiale de la santé, un discours qui propose de redonner au vieillissement des notes positives. On veut, et c'est le terme qui est utilisé, proposer un vieillissement positif. Et comment on fait ça? C'est en proposant la notion de vieillissement actif. Le vieillissement actif, c'est la définition qu'en donne l'Organisation mondiale de la santé, c'est optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d'accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. Ce discours-là a été repris à l'échelle mondiale. Je suis allée au Chili l'année dernière et ils se sont dotés de la première politique de vieillissement au Chili. Le Québec a fait ça il y a 2 ans. Le Chili l'a pris et il a pris exactement ce type de discours-là. Tout le monde reprend cette idée-là, parce que comment peut-on être contre le fait d'un vieillissement qui impliquerait la participation des citoyens, une meilleure qualité de vie? Alors, ça a l'air extraordinaire. Donc, comment ne pas trouver ça extraordinaire? Et au Québec, la politique sur le vieillissement, qui était la première loi canadienne et la première en Amérique du Nord, qui est passée un peu inaperçue, parce que c'était pendant les manifestations étudiantes. Alors, de manière fort intéressante pour nous qui s'y intéressions, alors que les étudiants, et pas que les étudiants, étaient dans la rue, la politique sur le vieillissement était passée ici à Québec. Et depuis, de manière fort intéressante, la politique sur le vieillissement dort sur une tablette. La partie du ministère qui était consacrée aux aînés a été mise sous le couvert de la santé, ce qui n'est pas étonnant parce qu'une grosse partie de cette considération sur le problème vient d'une conception pathologisante de la vieillesse qui en fait juste une série d'enjeux de santé. Et généralement, les enjeux, c'est problèmes de santé. Donc, on a cette politique du vieillissement actif et donc, on a des transformations qui sont vues à la fois comme quelque chose qui ouvre un ensemble d'occasions d'affaires et en même temps une politique qui tente de mettre ça ensemble, d'essayer de dire il y a ce tsunami qui arrive,
Comment on fait pour le contrer? Nouveau discours sur le vieillissement, nouvelle politique sur le vieillissement. C'est dans ce contexte-là que moi, ça me pose toutes sortes de questions. Et donc, parmi ces questions, c'est un peu de me demander, c'est quoi ces espèces d'intersections qu'on peut imaginer entre la musique populaire, la chanson ou le vieillissement au Québec? Qu'est-ce que ça veut dire? Vieillir, si je prends le terme comme un processus culturel, social, ancré, genré, sexué, qu'est-ce que ça veut dire ça, si je le regarde en musique? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment, à son tour, comment est-ce que la chanson, la musique médiatise le vieillissement? Comment ça infléchit de manière particulière? Qu'est-ce que ça performe? Donc, qu'est-ce que ça fait être? Et donc, quelles sont les configurations de chanter et vieillir en public au Québec qui permettent de réfléchir à ça? Ça, c'est des questions auxquelles je réfléchis. Et comme je vous disais, là, je ne sais pas les réponses de ça. Je n'ai pas la moindre idée. J'ai des pistes. Pas vrai, j'ai des pistes. Donc, je vais vous offrir quelques pistes. Pour faire ça, j'essayais de me dire comment est-ce que ça m'amène à penser conceptuellement? Qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, je vais chercher des approches performatives qui voient dans la musique quelque chose qui fait être. Il y a un anthropologue et un ethnomusicologue qui, il y a déjà plus de 30 ans, proposait une idée qui, à l'époque, avait l'air un peu marginale, qui était de dire, il parle anglais, donc regardez bien son expression, il dit, il ne s'agit pas de parler de musique, but you have to think of music as musicking. La musique, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Musiquer, en français, c'est abominable, mais bon, permettez-moi l'expression. Musiquer. M. Small nous dit, il ne faut pas penser à la musique comme au produit strict, il faut penser au processus. Alors, moi, suivons ça. Non seulement est-ce qu'on va penser au processus, mais on va surtout penser au processus tel qu'il n'est pas qu'un reflet de quelque chose qui est déjà là. La musique n'est pas juste un élément secondaire à la vie. On imagine enlever tout ce qui est musique, puis on a les mêmes sociétés. Non. Il y a quelque chose que ça performe, que ça fait être de manière particulière. On ne sait pas comment, mais ça le fait. Et donc, je vais penser à comment la musique a une effectivité, une capacité à transformer, à agir sur et dans le monde, et être une force générative. C'est-à-dire que, pour reprendre les termes de Tia Denora, où elle nous dit, la musique, ce n'est pas juste à propos de la vie, ça forme la vie. Ça ça apporte des formes, ça donne des textures à être, sentir et faire. Donc, dans cet esprit-là, on peut imaginer que vieillir et chanter en public, ça a quelque chose à voir. Ça ouvre donc sur toutes sortes, entre autres, de formes de socialité, de manières d'être en public et des formes de la publicité. Et en ça, certaines d'entre elles, si je reprends les toutes premières idées sur la voix, certaines d'entre elles permettent d'avoir une voix, entendue au sens de prendre la parole pour exposer, exprimer, débattre sur la place publique. Ça, c'est ce que je vous propose. Le reste, c'est mes exemples. Donc, c'est dans cet esprit-là que je veux penser à 3 événements différents qui ont chacun, à leur manière, impliquent des personnes âgées. Et là, je dis personnes âgées, et à chaque fois, je vais reprendre l'expression et le terme que ces personnes utilisent pour parler d'elles-mêmes. En l'occurrence, je voudrais vous parler d'étoiles des aînés, où le terme utilisé est aîné. Et avant de vous le décrire, je voudrais vous présenter un extrait. Et là, malheureusement, je vais demander que vous arrêtiez d'enregistrer parce que je vais vous présenter un petit vidéo. On peut continuer d'enregistrer, mais on va le couper au Parfait, montage. parfait. Oui, ça me va. Oui, ça me va. OK. Donc, je vous situe donc. Vous êtes à Sorel et dans une cafétéria transformée en salle de spectacle d'une résidence pour personnes âgées. Et donc, c'est M. Ovila Tanguay qui a été présenté par un maître de cérémonie qui a présenté M. Tanguay de la façon suivante. Ce monsieur a chanté toute sa vie chez lui, avec ses enfants, avec sa grand-mère. Et que là, pour la première fois, on lui donne l'occasion de poursuivre son rêve, chanter en public. Et il va chanter en public pour montrer à ses petits-enfants qu'est-ce que ça veut dire poursuivre un rêve, même quand on vieillit. Donc,
Monsieur Tanguay. Monsieur Tanguay, il était le dernier à passer cet après-midi-là. Il était le 12e qui se présentait sur scène comme ça pour venir chanter. Le jury a délibéré, ils sont sortis après ça. 20 minutes, toujours le 20 minutes qu'ils prennent pour délibérer. Et ce jury était composé du juge de tournée, Claudette Dion, la sœur de Céline, et de 2 personnalités publiques locales. À chaque fois, le concours se présente dans 9 régions du Québec et à chaque fois, le juge de tournée est accompagné de personnalités locales, une du monde musical, une du monde des médias. Et donc, le jury a délibéré et M. Tanguay a été classé 3e. Alors, vous imaginez, le premier, celui qui a gagné cette fois-là, a chanté « Coucou, coucou, Paloma ». Pas tout à fait le même répertoire. Et la seconde personne qui a gagné était aussi un homme qui a chanté une vieille, vieille chanson country. Et M. Tanguay s'est classé 3e. Dans la salle, ils sont assis ici. Et c'est à peu près ça. Tu vois, ils étaient vraiment... On n'a pas vu après, parce qu'après, c'est un peu délicat d'aller mettre ta caméra devant et d'aller te planter devant pour dire au fait. Nous, on était là. Malheureusement, là, on nous voit dans la... On a suivi ce concours pendant 2 ans. On continue à le suivre. On a vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de ces compétitions. C'est donc organisé par Chartwell, Québec. Chartwell est l'un des principaux réseaux de résidences pour personnes âgées à travers le Canada. Ils ont des résidences qui vont d'endroits pour personnes parfaitement autonomes jusqu'à des soins vraiment de longue durée. Et ils organisent ça depuis 2009. Et ils ont commencé à faire ça vraiment à la suite d'une suggestion d'un de leurs membres qui disait on devrait faire, inspiré par Star Academy, notre petit Star Academy dans notre résidence. Et ils ont commencé à se prendre au sérieux. Ça s'est fait à l'échelle du Canada. Et donc, il y a les compétitions locales au Québec qui, pour l'avis de tous les représentants du reste du Canada, c'est le lieu où ça se passe le mieux. Et c'est le lieu où c'est le plus le fun. Ils font donc des compétitions à l'échelle du Québec. Les gagnants nationaux vont compétitionner
à Niagara Falls, où chaque année a lieu la finale canadienne. À l'échelle québécoise, ils gagnent la possibilité d'aller partager et compétitionner à la finale nationale, dis-je, et ils gagnent 5 000 $. Et s'ils gagnent le Grand Prix, comme 2 des Québécois l'ont fait au cours des dernières années, à la finale canadienne, bien, ils gagnent 10 000 $. Et donc, voilà. Mais beaucoup de gens, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec nécessairement tenter de gagner. L'événement, pour nous, qui l'avons suivi pendant 2 ans, on l'a suivi dans les résidences, c'est extraordinaire ce qui se passe, en même temps que c'est très troublant. C'est quand même une organisation privée qui se sert et ne s'en cache pas d'Étoile des aînés, ce concours qu'ils ont fait, pour travailler au branding. Chartwell trouve des lieux de branding là, extraordinaires. C'est un marketing de premier niveau, même s'ils ont la décence de ne pas, vous allez remarquer peut-être sur la scène, il y a toujours l'affiche d'Étoile des aînés, mais c'est le seul trace. Donc, ils ne nous bombardent pas, ils ne bombardent pas les gens. Mais ce qui se passe là se passe vraiment. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ordre de, bien sûr, si vous voulez chanter, si vous voulez poursuivre un rêve, venez. Donc, M. Tanguay, lui, incarne vraiment, et c'est pour ça que je l'ai choisi, il incarne une de ces façons très genrées, crooner, beaucoup de ce genre de choses-là, mais aussi plein d'autres choses. Des gens qui chantent en français, en anglais, en italien, en espagnol, des répertoires qui varient entre 1940 et 1975, certains très centrés sur la chanson québécoise. Quand je suis venue à Québec, c'était fascinant. C'était le lieu où il y a eu le plus de chansons issues de répertoires, soit folkloriques traditionnels ou répertoire de la chanson francophone. Ailleurs, c'était toujours beaucoup plus mélangé. Mais quand même, et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par des gens qui viennent sur scène, certains et certaines d'entre elles qui ont, à l'évidence, chanté et chantent avec assurance, aisance et, selon les juges, des compétences et des qualités de chanteurs exceptionnels, et d'autres beaucoup moins. Et même lorsque ces personnes viennent sur la scène, interprètent leurs chansons, ça ne va pas très bien, ils ne suivent pas très bien la musique, le rythme n'est pas tellement là, les juges, sans jamais être condescendants, vont leur faire remarquer la passion qu'ils dégagent, vont faire remarquer le courage que ça a pris, vont faire remarquer la manière dont les sourires étaient dans la salle pour les accompagner. Et la seule chose que je veux rajouter avant de te donner la parole, c'est comment, j'espère que vous avez au moins entendu que quand M. Tanguay chante, à peu près à mi-chemin dans sa chanson, même avant le pont où les gens applaudissent avec lui et vraiment l'encouragent et participent à la musique, il musique, pour reprendre l'expression de M. Small, la foule chante très, très rapidement. Et à la fin, quand il finit, on entend presque autant la salle que M. Tanguay. Et ça se passe très, très, très souvent. Oui. En fait, je pense que vous avez semi-répondu à ma question, mais je me demandais s'il y avait de l'aide pour se préparer. Non, zéro. Ils ont de l'aide uniquement à partir du moment où ils ont fait la finale québécoise. Et là, pour aller à la finale provinciale, ils vont passer une journée avec un des coachs qui les accompagne cette journée-là. Oui. Est-ce que ce sont seulement des résidents? Non, voilà, merci. Non, pas du tout. Il ne faut pas être résident de Chartwell pour participer. Et au cours des dernières années, il y a très peu de résidents qui participent comme concurrents. Les résidents participent comme bénévoles. Il y a plein de bénévoles pour accueillir. Ils participent dans la salle. Ils viennent et les résidences environnantes font tirer des prix de présence et des choses comme ça et les gens s'arrachent les billets pour venir en autobus voir le spectacle. Mais la plupart du temps, ce n'est pas des résidents. Non seulement ça, mais selon la responsable au marketing qui est responsable de ça, avec lesquels on travaille étroitement, ils nous ont confié que si l'idée, c'était d'essayer d'aller attirer de nouveaux clients pour Chartwell, ce n'est pas du tout ce que ça fait. Pas du tout. Ils ont eu peut-être 1 ou 2 personnes qui ont pris des informations spécifiquement à la suite de ça, mais ce qu'ils savent, c'est que, d'une part, ça fidélise leurs employés. Les employés, localement, s'impliquent là-dedans, ils adorent ça. Là, eux pratiquent avec les gens, les encouragent, bon, etc. Ça fidélise aussi les résidents qui vraiment adorent ça et qui vont après se mettre à faire des encouragements pour les suivants, Et en même temps, c'est sûr, ça établit la marque Chartwell. Vous avez vu peut-être à la télévision, dans les chaînes généralistes,
venir les premières publicités de Chartwell, les premières qu'elles font à la télévision généraliste, et c'est dans la foulée des encouragements de ça. Donc Chartwell qui présente vraiment en disant ce qu'on veut faire, c'est célébrer le talent des aînés, c'est le célébrer d'une manière particulière, et comme je vous disais, c'est une performance des concurrents, mais qui est devant un public, mais qui est vraiment avec le public. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir se négocier ces rapports-là, où les gens sont vraiment là à participer. Vraiment le sens que Christopher Small, qui a pensé à son musicking, s'il avait ça en tête, c'était absolument ce que ça décrivait. Les gens dans la salle font de la musique avec lui. Et il n'y a pas lui qui fait juste chanter, la salle chante, mais ils ne font pas que chanter. Ils commentent, ils racontent des histoires, et tout ça pendant que ça se passe. C'est absolument intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, une grande partie du répertoire est faite de vieilles chansons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces vieilles chansons ne sont pas chantées avec et dans un climat nostalgique. Pas du tout. Il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Ce qu'il y a beaucoup plus, c'est des façons de lier, par le biais des chansons, les interprètes et le reste du public au présent. Mais en liant un passé qui devient présent, on revient au présent à partir d'éléments du passé. Donc, on rend clair et on rend visible des passés présents. Et ça, on le fait, par exemple, la finale, l'image qui est là, est une image de la scène lors de la finale nationale de l'année dernière, où on avait ouvert la scène, le rideau ouvre sur ce gramophone, et là, les vieux sons de gramophone font chanter, font entendre « Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres », ça. Et silence dans la salle, et là, la salle s'est mise à chanter « Parlez-moi d'amour hein, », évidemment. Très émouvant, extrêmement émouvant. Et là, l'animateur est arrivé, et l'animateur, c'était Serge Laprade. Et là, Serge Laprade est allé vers le gramophone, il a chanté une de ses vieilles chansons. Bon, vous voyez un peu le style. Donc, il y a ça, et là, soudainement, tout de suite après ça, il y a au contraire quelque chose qui dit « Bonjour tout le monde, voici aujourd'hui comment nous allons vous présenter des gens de leur génération qui viennent vous présenter. » Donc, ce contraste constant entre le passé qu'on ramène à la surface. Quelque part, c'est aussi à travers beaucoup de commentaires des juges et des personnes qui participent, ou dans bien des interprétations d'une chanson, on va dans le commentaire qui est animé par les animateurs et les juges, mais auquel la foule participe beaucoup. Et pour avoir été dans la salle, laissez-moi vous dire que les commentaires fusent. Alors, une dame, par exemple, qui avait chanté une vieille chanson de Richard Huet, qui porte sur, voyons, l'abbé James. L'abbé James, pour les plus jeunes, vous ne la connaissez pas, mais ce n'est pas grave. Les gens dans la salle la connaissaient, eux autres. Et quelque part, ce qui a été vraiment discuté, c'était « Oh mon Dieu, on commence à parler du plan Nord. Rappelez-vous comment l'abbé James a complètement... » Donc, il y a plein de ce type de choses-là qui s'effectuent pendant et à travers la chanson. Je veux vous illustrer comment donc cette manière d'utiliser le passé au présent est donc pas, j'insiste, nostalgique, mais tourner vers des façons de dire se souvenir, c'est pas nécessairement, et se souvenir de quelque chose de passé, c'est pas nécessairement tourner uniquement vers ce passé, c'est souvent parler de ce passé au présent en étant tourné vers ce qui s'en vient, vers le futur, vers l'avenir. Svledava, j'ai beaucoup de mal avec son prénom, Slevnata Boym, qui est une femme qui a travaillé aux États-Unis sur la nostalgie et les différentes formes de la nostalgie, elle dit justement, on confond toujours la nostalgie avec un regard passéiste. Elle dit la nostalgie, c'est pas ça. C'est une façon dont on peut non pas tenter de reconstituer un passé et être triste de ce passé disparu, mais bien souvent, comment ça participe à installer ça dans un regard porté vers l'avenir. Je vous présente Madame Lafortune. Madame Lafortune, qui, je dois l'avouer, a été ma préférée l'année dernière, de toutes celles qu'on a vues. Elle m'a émue à la corde. Madame Lafortune a commencé sa performance sur scène en nous expliquant qu'elle allait chanter, mon Dieu, comment ça s'appelle en français? Ça vient de la Mélodie du bonheur. C'est la chanson que va chanter la mère supérieure. Je ne me souviendrai pas du titre. Vous allez comprendre très vite dans ça. Donc, elle nous explique que cette chanson, elle la chante tous les jours depuis 1965. Depuis 1965, elle chante cette chanson-là au moins une fois par jour. Et elle nous explique que cette chanson
lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle est donc été diffusée pour la première fois, arrivait un moment où Madame Lafortune, alors dans une communauté religieuse, doutait. Mais il n'y avait personne avec qui partager ses doutes. La chanson, pour elle, a été ce véhicule pour réfléchir, une façon à la fois, disait-elle, et c'est son expression, les mots de la chanson, mais la manière dont elle la chante. La manière dont elle la chante. Et elle le dit, ça a pris 4 ans. 4 ans. Mais j'ai quitté la congrégation et depuis, ma vie est un conte de fées. Vous avez juste les dernières mesures de sa performance et je vous laisse deviner par la fin. Donc, il y aurait plein de choses à dire. Il y aurait plein de choses. Il y aurait plein de choses à dire, mais si je veux rentrer dans mes temps, il faut que je vous avance ça un peu plus vite. Ce que je veux vous suggérer, et là j'en ai à la suggestion, pas autre chose, c'est que quelque part, Étoile des aînés est une façon de voir par laquelle on peut imaginer comment on chante même si on vieillit. Et j'insiste sur mon « même si », c'est-à-dire vraiment avec l'idée que, et là je vous ai mis juste des petits extraits de commentaires puisés à travers les notes qu'on a prises tout au long des observations, mais où on se dit, chanter, c'est là pour eux une incarnation d'un rêve. Mais le rêve, pas comme quelque chose qu'on vit juste à l'intérieur. Le rêve qui se matérialise quand on le partage avec d'autres. Le rêve qui est quelque chose qui est une performance en public. Et quelque part, qui se fait comment? À travers des actes de mémoire. Et des actes de mémoire qui font ce lien passé-présent dont je vous parlais tantôt. Et quelque part, ces personnes, elles chantent même si elles vieillissent. Elles acceptent, reconnaissent qu'elles vieillissent, mais sont quand même capables. C'est à peu près l'idée de cette façon dont, en public, elles chantent, même si elles vieillissent. Gardez ça en tête parce que les autres exemples vont vous amener ailleurs dans ces articulations-là. Je vous amène donc, et là, c'est vrai que là, il ne faut absolument pas pouvoir le diffuser publiquement, parce que là, c'est une vidéo commerciale. Donc, vous allez voir, l'autre vidéo est une vidéo de recherche. Alors, je m'excuse pour la caméra qui bougeait, pour la piètre qualité de l'image, mais c'est vraiment une vidéo de recherche. Alors que là, vous avez une vidéo commerciale que, je le répéterai, c'est une vidéo commerciale. Donc, voilà. Je vous présente donc Jeune de cœur. Jeune de cœur qui, lorsque vous allez voir, c'est un extrait vidéo qui est proposé pour présenter et faire la publicité pour la tournée 2013 de Ça. Et donc, je vous en parle après. Bon, vous allez me permettre d'arrêter là. La vidéo continue pour à peu près 1 minute. Ce vidéo, il est disponible en ligne. Donc, vous pouvez aller le voir sur la page web de Audiogramme.
Parce que Jeunes de cœur, c'est donc un chœur de chant composé de personnes de 70 ans et plus, c'est comme ça qu'elles se présentent. Donc, ce sont des personnes âgées qui, très inspirées par Young at Heart, qui était donc un chœur qui a été créé aux États-Unis par Bond Silman il y a déjà longtemps. Un chœur qui a ceci de particulier, qu'il chante des chansons uniquement contemporaines. Donc, à l'époque, ça a été fait aux États-Unis. Ils ont fait un film qui a fait connaître beaucoup à travers le monde le chœur en question, Young at Heart. Et un Québécois a vu le documentaire, s'est dit, il faut faire ça absolument. Et donc, ce monsieur qui est le créateur de Dana Evenement, qui est une entreprise à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité de vie des êtres sur la planète. Je les cite, ou à peu près. Ils se sont dit, voilà, il faut faire ça. Il faut faire un jeune de cœur québécois. Et donc, ils ont recruté, à partir d'une part d'une directrice musicale à qui on a confié le mandat d'aller chercher, trouver des gens qui pouvaient créer cette chorale. Et ils lui ont adjoint une metteur en scène, Brigitte Poupard, donc pas n'importe laquelle. Et ils ont trouvé progressivement, non seulement des sous, mais un producteur en audiogramme. Je vous le rappelle, Audiogramme est probablement la principale étiquette de disque, producteur de disques, et liée à la production de spectacles depuis quand même longtemps. Donc, c'est ce chœur qui, comme Young at Hearts, ne chante dans son répertoire que des chansons, québécoises, d'auteurs-compositeurs francophones et dit de la relève ou pas loin. Parce que, comme ils me disent, Daniel Bélanger, bon, c'est pas tout à fait la relève, mais quand même. Et donc, quelque part, ce qu'il nous présente, comment il se présente, c'est de dire, regardez, on a 72, 74, 82, mais on a des vies vraiment riches, et on veut, Jeunes de cœur se veut mouvement pour contrer l'isolement des personnes âgées, soit de véhiculer une image positive de nos aînés, de Galaxie à Pierre-Lapointe, en passant par les sœurs Boulay. Cette chorale hors du commun nous propose une relecture touchante et toute personnelle des textes qui transcendent les générations. Donc, ce que propose Jeunes de cœur, c'est vraiment un spectacle, et un spectacle de nature professionnelle, et de facture, dis-je, professionnelle. Ce n'est pas la mise en scène absente à peu près de Étoile des aînés, ça ne se passe pas dans une cafétéria, ça se passe dans des salles de spectacle qui sont équipées d'éclairage adéquat, de systèmes adéquats. Donc, c'est un spectacle. Vous assistez à un spectacle. Spectacle professionnel, les prix, il faut payer à l'entrée. Ce n'est pas très cher, mais il faut quand même acheter un billet. Donc, tout le processus qui vient avec la publicité, la tournée de promotion, les vidéoclips de promotion, tout ça accompagne. Et quelque part, c'est vraiment un spectacle qui est conçu pour un auditoire. Il y a Jeunes de cœur pratiquent très régulièrement, mais pratiquent en vue et en pensant à l'auditoire devant lequel ils vont se présenter. Ils ne chantent pas avec l'auditoire, ils chantent pour un auditoire. Et contrairement à Étoile des aînés qui chantent beaucoup devant et avec nous, ils sont vraiment entre eux et entre nous. Là, c'est vraiment devant nous. L'auditoire, le public, il est devant nous. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment de reprendre des chansons d'aujourd'hui qui, telles que les présentent les gens, sont dans l'air du temps. Et dans cette ère du temps, c'est vraiment d'essayer de voir comment, en chantant des chansons récentes, on connecte, si vous me permettez l'expression, on connecte avec les réalités d'aujourd'hui, celles des jeunes. Et donc, quelque part, on essaie de se dire, si on fait chanter ces chansons d'auteurs, compositeurs, interprètes. Au Québec, ça, c'est le signe d'autorité en chanson. Ce n'est pas des interprètes, c'est des auteurs, compositeurs, ce sont des créateurs. Si on fait chanter par des personnes plus âgées ces chansons d'aujourd'hui de créateurs qui parlent et disent des choses pertinentes, on devient, nous aussi, pertinents. Et on va donc nous écouter comme personnes âgées. C'est exactement ce que tente de faire Jeunes de cœur. Je vais vous faire entendre une manière dont, attendez un peu, voilà, une des façons dont, par l'interprétation de ce type de chanson-là, ils vont essayer de rendre pertinents des enjeux qui parlent pour et par eux
à un public qu'ils cherchent à rejoindre en chantant des chansons de leur époque. Et donc, un des extraits, encore là, vidéo professionnelle et corporatif. Là, je m'excuse, elle chante tellement pas fort. Voilà. Ça va s'améliorer. Ceux et celles qui connaissent cette chanson-là, donc c'est une chanson d'Ingrid Bergman, Ingrid Saint-Pierre, Ingrid Saint-Pierre qui est vraiment au cœur des enjeux sur l'Alzheimer. Et donc, une des façons dont, dans la tournée de promotion de Jeunes de cœur, dont Madame Lafrenière, à qui on a confié la chanson, a dit, vous pouvez vous imaginer, moi, quand j'ai commencé à essayer de pratiquer cette chanson-là, j'étais incapable de la chanter, je pleurais. Et après, je me suis dit, ah non, je vais arriver à la chanter. Et effectivement, pour elle, chanter quelque chose sur le fait de la perte de mémoire, de choses qu'elle connaît par des amis, qu'elle connaît de proches, elle dit, ça, c'est quelque chose que quand Ingrid Saint-Pierre le chante, elle parle peut-être de ses grands-parents, nous, on parle de nous, ils devraient nous écouter. Donc, quelque part, ce que vous avez avec Jeunes de cœur, et là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais Jeunes de cœur reprend vraiment et le vocabulaire et la rhétorique du discours sur le vieillissement actif dont je vous parlais tantôt. Dans tout leur vocabulaire, ils veulent vieillir activement, ils veulent participer à la société, ils reprennent exactement le propos. Et quelque part, une grosse partie de ce qu'ils font, c'est qu'ils chantent pour ne pas vieillir. Ils ne chantent pas même s'ils vieillissent, ils chantent pour ne pas vieillir. Le corps vieillit, disent-ils, mais le cœur reste jeune, l'esprit reste jeune, qui est exactement le discours du vieillissement actif. Quelque part, l'idée ici, c'est qu'il se propose en disant, en prenant la parole par ces chansons d'aujourd'hui, de gens avec des autorités culturelles, mais qui nous permettent de servir de véhicule pour faire passer notre présence à nous et nos réalités à nous, elles se présentent vraiment comme des ressources qu'on devrait utiliser. Vieillir, c'est proposer une ressource. Et quelque part, cette musique jeune, c'est vraiment un véhicule. C'est vraiment un véhicule pour montrer qu'on peut vieillir sans devenir vieux, qui est l'expression d'un gérontologue critique très, très, très influent qui s'appelle Stephen Katz, qui a beaucoup réfléchi et qui nous propose toutes sortes d'analyses pour montrer comment on est dans des sociétés où cette posture, cette articulation du vieillissement est très, très forte. We age without getting old. Il y a un refus de vieillir tout en vieillissant. En anglais, on a l'avantage d'avoir deux mots différents, ce qu'en français, on n'a pas. Donc, voilà. Donc, et comment on fait ça? C'est par quelque chose que je vais chercher chez Isabelle Stengers, qui est une philosophe, qui essaie de réfléchir à la manière dont, au lieu de penser comment le changement est le moteur constant pour essayer de réfléchir le monde, elle dit, ce qui me préoccupe, moi, c'est plutôt de se dire, comment ça se fait que ça ne change pas plus le monde? Et sa façon de comprendre ça, c'est donc de parler de l'endurance. Elle ne parle pas de l'endurance physique, mais elle parle de l'endurance comme la capacité des choses, à la suite d'un travail, et non pas par acquis, à la suite d'un travail, de continuer à être pertinente. Des choses qu'on fait qui permettent qu'on reste et qu'on maintienne un lien avec le passé, un lien avec le présent, de manière à rester pertinente. Ici, il n'y a pas d'enjeu de mémoire, il y a des enjeux d'endurance. Je vais rapidement sur mon dernier exemple, que je commence à travailler. Donc, je le connais beaucoup moins bien, et c'est bon pour vous, parce que j'en ai moins à dire pour le moment. Mais je suis très excitée de pouvoir vous présenter, donc, RECA. RECA, c'est le regroupement ethnoculturel contre l'abus des aînés. Avant de vous présenter le groupe, permettez-moi de vous dire que ce qu'on va entendre, c'est donc quelque chose qui a été présenté en accompagnement à un mémoire qu'ils ont déposé à l'Assemblée nationale.
Ça ne bouge pas. Je suis obligée de les couper, sinon je ne finirai pas. C'est vraiment dommage. Ils ont écrit un manifeste et ce manifeste, ils l'ont mis en musique. La musique, là, c'est leur création. Ce n'est pas la création de qui que ce soit d'autre. RECA est donc un regroupement de Montréalais et de Montréalaises qui viennent des communautés ethnoculturelles, c'est leur expression. Elles font des actions régulières, principalement par le biais de ce qu'elles appellent du forum théâtre, inspiré par ça du théâtre de l'oppression et du théâtre de l'opprimé de Boal, qui est donc une façon par laquelle on engage les publics à participer à la forme théâtrale. Elles font ça par le biais de théâtre sans mots, parce qu'elles s'adressent à des personnes qui sont de communautés au sein desquelles l'anglais ou le français n'est pas nécessairement la langue. Donc, elles font du théâtre, des petites scénettes de quelques minutes et qui miment et positionnent par des tableaux différentes manières de rendre compte de l'abus possible des aînés. Et elles demandent aux membres du public après de faire l'équivalent. Ça, c'est leur outil principal, outre le fait des rencontres qu'elles font en face à face et des échanges qu'elles font. Et se présente donc vraiment comme une initiative communautaire qui vise à vraiment contrer l'abus des aînés, de travailler à la conscientisation dans un contexte où ces personnes sont des personnes vieillissantes qui savent que l'abus existe et a toutes sortes de formes. Quelque part, ce qu'elles font avec leurs usages de la musique, c'est vraiment, elles le posent explicitement dans un contexte de médiatisation. Vraiment en se disant, OK, le théâtre, c'est bien beau, mais en même temps, d'une part, notre groupe est en train de perdre sa mémoire, perdre ses archives, on ne sait pas comment, il faut médiatiser. Mais aussi, un instant, de plus en plus, il faudrait être capable de se servir de l'ensemble des médias numériques y compris, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Et donc là, elles sont impliquées dans toutes sortes de choses. Elles ont décidé, entre autres, ces personnes, elles sont extrêmement dynamiques, de faire plein de projets, mais elles se sont accoquinées avec différents autres groupes, et on a le bonheur, comme groupe de recherche, d'être impliqués avec elles et les guider et faire la recherche, action et participation avec elles, qui donc veulent s'outiller. Et donc, il ne s'agit pas de faire pour elles, il s'agit pour elles d'apprendre et de faire des choses. Parmi ces choses, elles ont voulu apprendre comment faire de la musique numérique. J'ai donc eu le bonheur de participer à des ateliers de musique numérique avec elles, où ces personnes, une quinzaine, ont appris à se servir d'un ordinateur comme un instrument de musique. Révolution pour ces personnes, pour qui la musique, c'est quelque chose qu'on écoute, qui est plate au sens flat, qui est quelque chose très loin de nous. Et là, on a travaillé avec elles pour faire, OK, c'est quoi un micro, c'est quoi le sono, c'est quoi la phono, c'est quoi... Et au cours de 8 semaines, 9 semaines, elles ont produit, chacune de ces personnes, un projet musical. Et vous seriez jetés à terre par le type de construction et le type de composition qu'elles ont faites. Parmi celles, le genre de choses que vous avez entendues tantôt. Ce serait trop long. Si je me lance, je ne finirai pas. Donc, une des choses qu'elles font, c'est donc se servir de la musique pour elles comme un véhicule. Pas comme les grannies du début. Pas non, elles intègrent à leur pratique la musique et particulièrement, notamment, le spoken word. Parce que pour elles, le spoken word est une façon de pouvoir à la fois faire de la musique et de parler. Et donc, tant leur théâtre ne parle pas, elles souhaitent parler. Donc, elles font ça beaucoup. Je vous montre un dernier petit bout de vidéo parce que non seulement elles parlent, mais leur concept de musiquer, elles l'ont très bien compris et se sont dit, donc quand on fait de la musique, là, ça veut dire qu'on ne fait pas juste écouter, ce n'est pas juste nous qui composons. Ils ont compris qu'il y avait de la production, ils ont compris le rôle des techniciens, ils ont compris tout ça. Et ils se disent, bon, mais donc, quand on monte une présentation d'une musique sur la place publique, on intervient sur la musique. Parce qu'on juge qu'est-ce qu'ils écoutent, on voit le rythme auquel ils interfèrent, et donc, on va faire ça. Elles ont donc décidé d'organiser une présentation publique, et elles ont utilisé un format très contemporain, le flash mob. Donc, je vous présente, RECA, un petit bout de leur flash mob.
Ils vont utiliser au début les techniques de leur théâtre en mettant des scénettes qui vont être affichées et vous allez les voir progresser vers leur flash mob. C'est l'une de celles qui a aidé à la chorégraphie. Elles sont à la Plaza Alexis-Nihon à Montréal, grand centre commercial sous terre. Bon, désolé, je vous coupe ça. À la fin, donc, ils ont pris toute la longueur de la vidéo et la musique, et à la fin, elles reviennent avec une formation différente au centre, avec leurs différentes affiches, qui reprend, et là, qui fait appel en disant « c'est la journée de conscientisation contre l'abus des aînés, journée internationale, respect », reviennent avec leurs symboles. Quelque part, une des choses qui est absolument frappante dans le travail que fait RECA, qui utilise la musique et l'utilise vraiment comme des actes d'appropriation, un peu à la manière dont Michel de Certeau, parle du braconnage culturel, c'est-à-dire lorsqu'on utilise quelque chose qui est déjà existant, mais on le recadre et on lui donne une toute autre façon de faire, ils font avec la musique, eux autres. Ils ont décidé que la musique, là, ils ont compris qu'on peut faire toutes sortes de choses. Quand on faisait les ateliers, l'une des remarques qui venait le plus souvent, c'est « on peut vraiment faire ça? On peut rajouter, on peut enlever. Ah oui, faire avec. » Donc, leur façon de faire avec est très préoccupée par l'à-propos. Contrairement aux mamies qui régulièrement font ça, ils trouvent une raison valable, toujours, pour aller parler sur la place publique. Elles travaillent beaucoup dans l'à-propos du moment. Et pour eux et elles, la médiatisation, c'est ça. C'est une façon d'être en à-propos et d'être vraiment pertinente pour le moment dans et à travers la médiation. Et pour finir, voici comment elles pensent. L'articulation qui est présentée, qui est mise en évidence, fait qu'on chante comme on vieillit. C'est pluriel, c'est différent, on fait toutes sortes d'affaires, on est toutes sortes de mondes très différents. Et donc, on fait des musiques et on fait avec de manière différente. Et on le fait parce qu'on vieillit. Parce qu'on vieillit, on sait qu'on peut faire ça. Et non seulement on sait qu'on peut le faire, on doit le faire. Et donc, on chante parce qu'on vieillit. Donc, si je me résume, on a différentes façons d'arrimer non seulement la musique en action, et ça, c'est là où je suis rendue dans ma réflexion, c'est que je me disais toujours, je parle de la musique en action, puis je parle du vieillissement. Mais finalement, je me rends compte qu'il faudrait peut-être aussi parler du vieillissement en action. Parce que quelque part, ce qu'on voit aussi à travers ces trois exemples-là, c'est comment vieillir est aussi quelque chose qui fait être. Et mon dernier élément, c'est donc, moi, je pensais tout le long, et je vous l'ai présenté en disant, c'est vieillir en public, mais quelque part, à chaque fois, il y a création de publics bien, bien différents. Alors, désolée d'avoir été aussi longue, mais voilà ce que je voulais vous dire. On va prendre tout le temps qu'il faut des questions. Alvin? D'abord, merci. Moi, ça me touche énormément. La musique, c'est ma corde sensible. Musicienne. Oui, d'ailleurs, j'en sais que la chance. Tu regardes? Ça me fait tout drôle parce que la première chose que je dis à mes nouveaux élèves, c'est toujours la musique, c'est une thérapie, le chant, c'est une thérapie. Préparez-vous à vivre une expérience parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans les cours de chant, puis les autres, ils veulent apprendre à bien chanter, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un processus qui se fait à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on donne quand on chante.
Puis le public, moi je vois ça un peu peut-être comme... en fait, pensez-vous que c'est une identification qui se font? Comme ils font, la personne qui va devant, elle prend le rôle de la personne qui fait le discours public, on va dire, mais que les gens s'approprient cette espèce de processus-là. Il y a toutes sortes de cas de figure, parce que l'une des choses qu'on trouve le plus intéressant, je dis on, hein, parce que si vous vous rappelez la première diapo, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est important. Moi, je vous parle aujourd'hui, et si je commets des erreurs, c'est moi. Mais quelque part, c'est le fruit de travail ethnographique que je fais avec 2 collègues, Kim Sawchuk, Université Concordia, et une ancienne étudiante de doc, qui maintenant est postdoctorante, Fanny Valwanado. Donc, le travail de terrain qui a été fait, par exemple, pour Étoile des aînés, ça, c'est fait avec elle. Donc, quand je dis on, ce n'est pas moi qui me parle à moi-même au pluriel. Donc, des cas de figure. Dans certains cas, comme M. Tanguay qu'on voyait, c'est vraiment les gens dans la salle, très rapidement, d'une part, reconnaissent les chansons, très, très rapidement, et là, la conversation commence. Et quand je dis la conversation, c'est que les gens vont parler. Et il y a un chercheur en Suède qui s'est intéressé à ça, un musicologue, qui, lui, s'intéressait à l'écoute. Et lui, il avait dans sa tête de comment on écoute religieusement, n'est-ce pas, la musique. Et donc, il a fait des groupes auprès de gens qui font des groupes d'écoute, pour se rendre compte qu'il y avait différentes façons d'écouter, et que celle qui, au départ, lui donnait l'impression d'être vraiment irrespectueuse de la musique, c'est-à-dire là où les gens se mettaient à parler. Il dit, puis il ne comprenait pas. Il dit, je ne comprends pas. Ils viennent pour écouter, puis ils parlent. Tout ce qu'ils font, ils parlent. Et il s'est rendu compte que, dans le fond, parler, c'est une façon d'engager la musique d'une autre manière. Donc, bon, je reviens. Et ça c'est exactement ce qui se passe souvent, quel que soit le type de chanson qui est proposé d'ailleurs. Donc, les gens, soit entre eux et elles, et ça n'a pas été rare, nous, assis dans la salle, la personne à côté va me pousser en disant « Oh, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! Vous souvenez-vous, vous? » Bon, et là, on engage la conversation. Ou encore, on entend des gens dire « Ah oui, chante plus fort! Chante plus fort! » Ou encore, on va avoir des gens qui vont commenter en disant « Oh, c'est joli la robe qu'elle porte. » Oh, ça aurait été bien le mariage de Rosa. Hein? Ah, mais oui, mais cette chanson-là, elle jouait. OK. Donc, tu as des conversations comme ça qui sont fascinantes. Parce que pour moi, quand on se met à y réfléchir, on se rend compte que ce n'est pas du tout un manque de respect pour la personne qui chante. C'est une façon d'engager, sur toutes sortes de niveaux, d'entrer le quotidien dans quelque chose qui, pour eux et elles, est plus quotidien, mais le redevient. Donc, sous cet angle-là, je ne suis même pas sûre qu'on appelle ça de la participation, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est un rapport. L'occasion est trop belle pour l'interactionniste que je suis. Théoriquement, on appelle ça de la construction du sens. Oui, oui. Pour moi, là, être un récepteur qui écoute, ça n'a aucun sens. Mon Dieu, c'est une dimension. Alors que là, de toute évidence, il y a une construction du sens, et comme dit Bertine, le sens, il n'appartient pas juste au locuteur, il n'appartient pas juste au récepteur. Le sens, c'est quelque chose qui émerge entre les deux, c'est une co-construction. Puis là, je n'ai jamais vu un aussi bel exemple que Marilyn a fait. Mais un peu de la même manière, ça, c'est un cas de figure, là. Mais il y en a d'autres où tu sens qu'il y a vraiment plus un rapport de performance qui s'est établi, c'est une performance classique. Il y a une distanciation entre la personne qui va chanter et les personnes dans la salle, où là, on réétablit toutes les frontières qui permettent de distinguer une performance sur scène d'une autre. Pourtant, ils sont toujours sur le même petit promontoire d'à peu près ça d'eau, mais parfois, ils réussissent vraiment à réétablir ça, et là, tu as vraiment des gens qui font un spectacle. Et les gens comprennent très rapidement ce qui se passe, puis ils écoutent d'une autre manière, et les voix sont là, mais beaucoup plus ténues comme ça. Alors que d'autres fois, ils continuent. Donc, il y a toutes sortes de cas de figure, et quand je disais « avec », c'est justement pour ne pas être qualifié une seule manière, parce qu'il y a toutes sortes de manières. Tu sens que c'est vraiment un élément collectif, c'est quelque chose de collectif. Ça n'enlève pas l'accent sur la personne qui chante. La personne qui chante, c'est elle qui va recevoir les commentaires des juges, mais les juges vont aussi commenter avec la salle, ce qui est assez drôle. Alors, ils vont commenter auprès de la personne et leur dire « Vous avez remarqué que la personne, tralala », et c'est là où ils installent quelque chose de très... Et c'est chaque fois différent parce que, justement, ça dépend beaucoup de ces interactions. Pourquoi ça nous émeut tant ça? Puis je pense que tout le monde a déjà vécu ça, là, être dans
émue de pouvoir partager ce moment-là? Pour être honnête, j'ai aucune idée. Aucune. La façon dont nous autres, on essaie de l'attraper, c'est moins par le pourquoi que le comment. Comment on fait ça? Comment ça se passe, ça? Comment on fait être ça? Le pourquoi m'échappe, puis le pourquoi, je ne suis pas certaine que vraiment, moi, ma réflexion, elle est sur le pourquoi. Mais ce que tu décris, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est pas n'importe comment qu'on fait ça. C'est pas n'importe quelle foule qui chante en public. Je ne sais pas vous autres, mais moi, l'hymne national, un match de hockey, quand tu chantes tout le monde en public, je n'ai pas les gros frissons. Mais je peux être à l'hymne national dans une autre circonstance, puis ça peut me jeter à terre. Ce qui est très intéressant, c'est que ces vagues d'émotions-là, ces affects, pour prendre vraiment un terme peut-être plus à propos, parce que ce n'est pas des émotions facilement identifiables. Ce n'est pas la peine, la peur, c'est beaucoup plus dans l'ordre de l'affect. On sent qu'on est affecté. Hein? Quelque part, l'une des choses remarquables, c'est aussi comment, par exemple, en jeune de cœur, quand je suis allée avec Fanny Valois-Nadeau, qui, donc, elle est de la jeune trentenaire. Elle n'ose plus dire l'âge strict, parce qu'elle sait que c'est bon, c'est pas juste le chiffre, mais elle dit toujours la jeune trentenaire. Quand on est allé voir ça, ça faisait pas 35 secondes qu'ils avaient commencé à chanter, qu'elle pleurait à chaudes larmes. Alors qu'à Étoile des aînés, quand ça se met à chanter, comme Madame tantôt, là, puis vraiment, moi, là, écoute, c'est pas compliqué, elle avait à peine fait 2 larmes, à gros renfort de sanglots, mais moi, à grande peine. Et Fanny, laissée à peu près indifférente. Donc, on s'est rendu compte que c'est pas juste... Donc, il y a comment c'est fait et comment c'est fait que ça rejoint. Ça, on ne sait pas. Comment ça rejoint? Parce que comment c'est fait et comment ça rejoint. Et je dois t'avouer que c'est parmi les questions qu'on continue à explorer. On ne le sait pas. Et je pense que c'est quand tu les compares aussi, quand moi j'ai vu, et j'étais là pour leur flash mob, j'ai été absolument émue. Mais pas de la manière que je le croyais. Je croyais parce que je trouve qu'il y avait quelque chose de très, je ne sais pas, il y a une action là dans laquelle je peux me reconnaître politiquement. Je me suis dit, c'est ça qui... Ah non, c'est pas là que ça jouait. De voir tous ces corps différents qui bougeaient et qui ne voulaient pas danser un Macarena. C'était clair, ça faisait des mois qu'ils y pensaient en disant, c'est pas vrai, on ne va pas faire une petite danse carrée, c'est pas ça. Bien, quand ils se sont mis à danser, je les avais vus faire, mais quand je les ai vus danser, dans la place, dans le lieu, au moment où ça se passait, avec leur grand sourire, j'ai été moi aussi très émue, mais d'une toute autre manière. Donc, j'ai l'impression, la question qui nous reste, c'est non seulement comment on fait ça, mais comment ça rejoint. Plus que pourquoi. Mais je laisse à donc les pourquoi. Ben, je pensais pas pleurer ce matin, là. Franchement, ça plaît. Moi, ce que je trouve très émouvant, c'est de voir les petits-enfants interagir. C'est le lien entre les deux. Là. Les petits-enfants, pour le moment, qu'eux autres aussi font des spectacles. Et là, les grands-parents vont les voir, spectacles de danse, etc. Là, c'est les grands-parents qui le font. Mais le petit s'en va voir son grand-papa qui fait un spectacle aussi. Vraiment, je trouve ça extrêmement touchant. Puis c'est vraiment des événements qui ont leur raison d'être et tout. Puis bon, les autres personnes âgées qui ne savent pas chanter, qui ne savent pas faire de performance comme telle, comment ils réagissent? Parce que là, vieillir en action, comment c'est vécu? Est-ce que vous avez des feedbacks des autres personnes âgées qui ne peuvent pas participer? C'est une question importante à laquelle je ne sais pas trop comment répondre, parce que celles qui ne sont pas là, je ne sais pas où elles sont, donc c'est difficile d'aller chercher. C'est comme faire la recherche sur les noms publics. Il faut d'abord essayer de trouver une façon de les faire être pour les... Mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, qui se sont présentés à Étoile des aînés, qui, guillemets, ne font pas la performance à la manière de M. Tanguay, mais qui, en même temps, à l'évidence, connaissent un moment extraordinaire et sont entourés et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose probablement de très similaire à ce qui se passe pour M. Tanguay à un autre niveau. Les exemples qui me viennent en tête, c'est aussi de dire sur l'aspect intergénérationnel, où Étoile des aînés, ils parlent à leurs enfants, mais ils ne le conçoivent pas comme un truc intergénérationnel, ce qui est assez exceptionnel. Alors que Jeune de cœur, tout le discours est sur l'intergénérationnel. Dans Étoile des aînés, ils les préoccupent davantage de se parler entre eux, dans leur communauté, dans leur monde. Ça inclut les petits-enfants, mais ce n'est pas vu comme génération. L'exemple qui me vient, c'est l'un des premiers spectacles qu'on a vu, un des premiers événements. Le gagnant
de cette soirée-là, M. Simard. M. Simard chantait pour sa mère. Sa mère, qui était résidente dans la résidence, sa mère, qui ne savait pas qu'il allait concourir, alors vous imaginez le degré, la surprise, le tralala, mais le monsieur avait 72 ans. Et sa mère en avait pas mal plus. Et là, ça déstabilisait les gens qui étaient habitués à se faire dire, je chante pour mes petits-enfants. Et donc, le regard porté est obligé de dire, oh, attends, de quelle génération on se parle? Et le monsieur chantait, comment je dirais, pas particulièrement bien, mais pas mal du tout. Mais tu sentais très bien que ce n'était pas ça l'enjeu. Là, l'enjeu, c'était qu'il faisait plaisir à sa mère, il voulait lui offrir ça en cadeau. Il a chanté la chanson préférée de sa mère, qui est une chanson d'Elvis, et il l'a chantée. La salle a été en délire, elle a chanté avec elle. Après ça, quand elle est venue sur la scène, quand il a gagné, il a fait venir sa mère sur la scène. Ils ont dansé sur la même musique. Donc, il s'est passé là quelque chose aussi. Et ce n'est pas tout à fait le même genre de performance, ni du vieillissement, ni de la chanson, mais c'est quand même quelque chose qui disait, regarde, je vieillis, mais je peux encore faire ça. Quelque chose comme ça. J'ai lu votre article, un de vos articles sur la question du vieillissement public. Et moi, j'avais voulu savoir, disons, ma question, c'est en fait l'autre revers de la médaille. Est-ce qu'il y a une limite entre l'éthique de la profession et le fait de considérer que ces organismes font des activités de service public parce qu'au fond, elles aident les personnes à mieux vieillir et tout ça, des accompagnements. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite entre le business, entre les affaires et puis, parce que quoi qu'on en dise, c'est quelque part utiliser Absolument. ces personnes. Absolument. C'est très gentil de poser la question et c'est très important parce que là, c'est plus évident pour Étoile des aînés parce que Chartwell est une entreprise privée. Et c'est quelque chose qui est toujours délicat à tenir dans la balance. Là où Chartwell fait un travail, je dirais, explicitement orienté vers leur propre entreprise, c'est dans le fait de reconnaître et de mettre sur la place publique qu'ils s'en servent comme outil de marketing, et ils sont très ouverts avec nous pour le dire, ça, très constamment. Par ailleurs, là où cette frontière-là entre les enjeux commerciaux d'entreprise et aussi ce qu'ils font pour les personnes âgées, là où l'une des frontières bouge, c'est que, par exemple, on le retrouve dans la façon dont ils mettent sur pied des programmes de responsabilité corporative d'entreprise. Je ne sais pas si c'est le terme français, Corporate Social Responsibility. Donc, c'est le terme consacré par lesquels les entreprises, depuis très longtemps, mais là, depuis, disons, 15 ans, ça revient, se donnent des programmes par le biais desquels ils peuvent s'engager à agir vers le mieux-être de leurs employés, leur mieux-être de leur milieu, leur mieux-être de l'environnement, qui est une manière bien incorporée de placer l'entreprise en rapport à son milieu et voir sa responsabilité. C'est un type de propos extrêmement normatif qui renvoie à une conception très, très particulière du rôle des entreprises. Donc, nous, quand ils nous parlent de ça, on est obligé de leur expliquer que, justement, on a un regard un peu critique là-dessus et que ça oblige à ne pas nécessairement souscrire d'entrée de jeu à comment ils font du bien. Je dis ça. Il faut que je rajoute autre chose, puis je vais les mélanger après. Peu de temps après qu'on a commencé à aller et assister aux différents événements, on s'est déplacé pour aller en voir un qui était à Gatineau. Et le matin, j'ai eu une entrevue par téléphone avec un des membres de la direction de Chartwell. Et je lui disais que donc j'allais devoir quitter l'entrevue parce que je devais me rendre à Gatineau. Et là, elle me dit « Ah oui! Ah, vraiment? » Et l'entrevue se fait en anglais avec Chartwell de Toronto. Et là, elle me dit « Oh my God, you care! » Et ce « you care » est quelque chose qu'ils ont dans la bouche tout le temps. Alors, moi, tout de suite, et quand j'ai commencé, j'étais extrêmement critique. Attends, ils vont utiliser personnes âgées, là, hein? Allô? Pour me faire rendre compte que je me faisais accueillir par les gens locaux, un peu partout dans les résidences, à travers la province, en disant « Ah, vous êtes nos chercheurs, bien sûr, hein, il y a une appropriation, donc vous êtes nos chercheurs. Ah, vous aussi, hein, vous vous souciez, hein. » Et vraiment, ils le reprennent en disant « Oh, you care. »
Et quelque part, ça, c'est non moins réel chez les gens, chez les personnes locales. Et donc, ce qui rend le travail, je trouve, très trouble, c'est qu'il faut constamment voir les deux en même temps. Il y a des tensions constantes. Il est clair que Chartwell est à la fine pointe de l'organisation des soins. J'ai des collègues qui ont travaillé sur les manières dont, dans les différents types de résidences pour personnes âgées, on utilise la culture comme manière de gérer des corps. C'est-à-dire que vous parquez vos résidents, que vous ne savez pas trop quoi faire avec, vous les occupez, vous les mettez devant un film. Alors, vous les roulez, n'est-ce pas? Puis pendant 1 heure et demie, vous avez autre chose, les gens qui s'en occupent ont autre chose à faire. Il y a de ça aussi. Et donc, quelque part, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas souscrire ni à l'un ni à l'autre, mais de constamment garder en tête ces tensions-là. Chez Jeunes de cœur, c'est très similaire. Dans la mesure où là, c'est une entreprise, c'est un diagramme, là. C'est un diagramme. Alors, ils ont des façons de travailler, ils ont des façons de le poser, mais en même temps, quand on regarde la réaction des gens et on fait les entretiens avec les participants et avec les gens qui sont vraiment au cœur du... Il y a le même truc. Ils sont très clairement... Oh oui, c'est un diagramme. Sais-tu quoi? Ça nous donne les meilleurs micros. Ah, sais-tu quoi? Au lieu que moi, j'ai l'air con en ne chantant pas avec une belle voix, bien là, ils sont capables de travailler ma voix. Il y a cette espèce de donnant-donnant. Les gens de Chartwell, les concurrents à Étoile des aînés, ne sont pas naïfs du tout. Ils savent très, très bien. Quand on leur parle, ils savent très, très bien que si on fait... Chartwell, les gagnants sont sur le site de Chartwell la minute que c'est fini. Et Chartwell fait des vidéos, il fait des vidéos promotionnelles. Et quand on leur a demandé l'autorisation pour prendre les vidéos, elle m'a dit, au début, « Ah, bien, c'est pas nécessaire, je vais te les fournir. » Puis j'ai dit, « on ne probablement pas les mêmes. Nous, on ne veut pas faire la promotion du spectacle, on veut juste documenter pour nous, à des fins de recherche, comprendre un peu ce qui se passe, et ils le voient, ça. Donc, tu vois, mais c'est une excellente question, parce que auprès des personnes, auprès des organismes, RECA, c'est comme a priori plus facile pour nous. C'est un groupe avec lequel, je dois avouer, on partage les politiques, on partage l'engagement, on partage... Mais c'est presque plus difficile, parce que là, à ce moment-là, il faut quand même maintenir une espèce de distance qui est toujours à refaire. Dans un cas, c'est des enjeux commerciaux, corporatifs, capitalistes, tout le tralala, et c'est comme si c'était plus facile de ne pas le perdre de vue, parce que ça fait partie de l'outillage théorique qu'on a, de dire, bon, ben, mais avec RECA, c'est comme autre chose. C'est comme si tu disais, il faudrait faire attention aussi au mode d'engagement politique de ces groupes-là. Et donc, quelque part, ta question elle est absolument centrale. Elle est au cœur de la manière dont, éthiquement, il faut tenir compte de ça. Mais j'ai du mal à souscrire à une approche qui serait, c'est uniquement un usage et une instrumentalisation, parce que ça enlève l'aspect événementiel et l'aspect pratique et l'aspect performatif. De l'autre côté, si je souscris uniquement à l'aspect performatif, je ne peux pas voir, moi, la performativité hors. La performativité, elle est toujours dans des contextes, dans des conjonctures, dans des possibles et pas d'autres. Si ça répond. Une question d'argent aussi? Aussi. Mais ils investissent, Chartwell investit 1 million par année dans ça. Et quelque part, donc, pour eux, ce n'est pas des sous banals, mais en même temps, ils savent très bien que ce dans quoi ils s'impliquent, ce n'est pas quelque chose qui est pour un retour d'argent à court terme. C'est autre chose qui est en cause. C'est aussi apporter du stress aux personnes âgées. En fait, puisqu'à cause de la notion de performance, parce qu'ils sont quand même un peu en concurrence. Ah oui! Et les enjeux sont tels que, oui, c'est vieillir en stressant encore un peu. Oui, ah, tout à fait. C'est vieillir en cessant. Mais tu as raison. Au stade de la retraite, au stade quand on mais on tu aimerait pouvoir avoir moins minimum. Mais oui, c'est ça. C'est nous qui disons ça. Ces gens-là, quand tu leur dis, oui, mais c'est justement, ça devait être stressant, ça devait être stressant. Oh oui, c'était le fun. C'est vraiment... Et d'autres fois où on s'est rendu compte qu'on projetait, mais quelque part aussi avec un souci de dire, attends, là, leur bien vieillir, et c'est une des choses qu'on a essayé de faire dans l'article, c'est de voir que le bien vieillir, on ne sait pas trop c'est quoi, là, mais chose certaine, ça encourage un bien vieillir qui suppose qu'il faut bien vieillir en ayant du succès. Et le succès, là, ça n'a pas besoin que tu gagnes la compétition, mais que tu participes à un mécanisme de succès. Tu te montes sur la place publique, tu fais un spectacle de toi-même. Donc, ça aussi, c'est pas très évident. C'est ça aussi. Ouais. J'allais dire avant de... c'était ce que j'avais noté. Quand on regarde des publicités sociales, par exemple, sur la violence faite aux aînés, moi, j'ai toujours l'impression qu'on parle des aînés, mais qu'on ne leur donne pas souvent
la parole à eux. Et j'ai toujours le même, j'aboutis toujours au même malaise, mais je l'aurai pour les Autochtones, je l'ai pour les gens qui ne sont pas représentés. Puis, tu sais, Roger, on parlait du problème du porte-parole quand on est dans l'espace public. Je reste toujours avec un malaise parce que j'ai l'impression qu'ils les victimisent plus qu'ils les aident. Quand ils nous montrent des pauvres, tu sais, un petit frère, un petit vieux, là, que son fils qui vole le portefeuille, ça me met mal à l'aise, pas pour les bonnes raisons. Alors que là, ben, pour une fois, c'est peut-être pas... mais au moins, c'est eux qui sont là, puis c'est eux qui sont représentés, puis donc ils prennent ce problème-là en main. C'est pas quelqu'un qui me dit, regarde, si ça fait pitié, ce petit monsieur qui se fait voler. Ça m'horripile au lieu de me... Une petite dernière, vite, vite. C'est vite. En fait, ça, c'est lié un peu sur le plan du discours vieillissement en nation, mais je vais avoir une relation entre les trois figures de dans le politique. On dit le premier est plus le spectacle, tourné vers la prise en charge des formes. Est-ce que dans votre analyse, ça a été difficile de comprendre ces trois figures, ou est-ce que vous avez pris en compte cette... Tu vois, c'est intéressant, je n'avais pas vu qu'une gradation. Mais quand tu le dis comme ça, je me dis, il y a peut-être un élément de gradation. C'est peut-être pas innocent comment je les ai organisés, mais je les ai organisés du plus familier au presque familier au moins familier pour moi. Tu vois, ça, c'est ça la gradation. Ouais, c'est intéressant que ça... Mais tu vois, à mon avis, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans les trois cas, il y a une politique du vieillissement. Il y a une composante politique très forte, mais ce n'est pas la même. Il y en a une qui est beaucoup plus évidemment politique, au sens politique classique. Donc, c'est l'intervention dans la sphère publique, dans l'espace public. RECA, c'est ça qu'ils font, c'est ça et par quoi ils le font, même si elles ne le font pas du tout à la manière des Grammys. Ils ne vont pas sur la rue, nécessairement, comme ça. Ils choisissent des lieux d'intervention. Mais c'est beaucoup plus classiquement politique. Jeunes de cœur, pour moi, c'est extrêmement politique. C'est extrêmement politique qu'une génération de gens d'une certaine génération se servent des auteurs, compositeurs, interprètes, servent pas au sens péjoratif nécessairement, là, mais prennent cette voix d'autorité pour avoir voix au chapitre en disant la manière d'être pertinent comme vieux, c'est en reprenant la jeunesse. Pour moi, c'est extrêmement pertinent. Et c'est politique au sens où vraiment ça réinstalle un certain modèle de rapport aux autres, de rapport entre les générations, de rapport... Pour moi, c'est le lieu où on voit réinstaller le discours public, les politiques publiques, c'est là qu'on le voit, pour moi, le plus clair. Le premier qui a l'air apolitique, pour moi, est au contraire, il est aussi politique. Mais il est politique dans l'ordre presque féminisme 101, le privé, c'est politique. Pour moi, là, il est politique dans la réappropriation, dans la redéfinition d'espaces communautaires, dans l'installation de différents types d'espaces qui ne sont pas nécessairement sur la place publique, comme si on savait c'était quoi ça. Donc, il réinstalle ce type de rapport-là, aussi dans une espèce de... Il brouille les cartes sur le fait que dans une époque où il y a beaucoup de « on vieillit sans accepter de vieillir », donc « we age without getting old », eux autres, non, ça va. Ça va. J'arrive sur la scène, j'ai ma canne, j'ai mon truc. Oh mon Dieu, aujourd'hui, j'ai eu tellement... Je vais chanter, là, mais là, oh mon Dieu, si vous saviez comment mes reins me font mal. Mais il n'y a pas que ça. Et ils sont là. Je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment politique. Ils te défont les représentations, soit extrêmement condescendantes, mais en même temps qui nient, certaines nient, comme Jeunes de cœur, nient le fait que, oui, il y a des journées qui ne sont pas capables de chanter, des journées qui n'ont pas d'énergie, des journées qui ont mal quelque part, puis il y a des journées qui ne vous savent pas du tout. C'est ça aussi, et ça, je trouve que c'est extrêmement politique, mais dans un sens peut-être pas le même que le troisième. Mais merci pour ta question, je vais réfléchir à la gradation. Je vais arrêter là, même si on pourrait continuer. Merci infiniment. Ça fait plaisir.